Merci beaucoup. Merci aux ateliers de Gien. J'ai pas pris part à la décision d'intervenir. C'est les membres du bureau qui m'ont dit quand même tu pourrais nous faire ton rapport. Donc je n'allais pas dire non quand même. Et j'ai pas fait d'influence particulière en tant que président. Je vais vous présenter ce rapport sur la désinformation en santé que j'ai eu la chance et l'honneur de mener avec Dominique Costagliola et Hervé Maisonneuve et que nous avons remis à la ministre le 12 janvier. Comme il se doit, je vous donne mes liens d'intérêt. Je suis pharmacologue pneumologue, chef du service de pharmacologie à l'hôpital Pellegrin et président du CCM Pellegrin au CHU de Bordeaux. Je suis salarié donc du CHU Université, ce qui sont mes seuls revenus. Je suis président du think tank Les Ateliers de Gien à titre bénévole, comme vous le savez. Vice-président de la Société française de pharmacologie et de thérapeutique et président de son groupe de communication. J'ai porté cette mission. Je n'ai aucun lien d'intérêt direct ou indirect avec les fabricants de vaccins antiviraux ou traitement de la Covid. Et je n'ai aucun revenu ou avantage personnel par l'industrie pharmaceutique. Donc ce sujet sur la désinformation en santé, c'est un sujet de Gien. En fait, on avait commencé déjà en 2014 où j'avais animé une table ronde sur l'information. Alors, Gien, c'est les produits de santé, donc autour des produits de santé. Information sur la communication sur les produits de santé. Et on trouvait déjà Philippe Lechat, par exemple, dans cette table ronde et d'autres, dont Joël Micheleff, qui a repris avec Hervé Maisonneuve en 2023 une table ronde sur les actions pour lutter contre la désinformation sur les produits de santé. On était déjà dans le thème et ça nous a servi de base vraiment très utile pour mener ce rapport. Un troisième travail a été fait, vous avez présenté juste après, c'est comment améliorer la littératie, le niveau d'éducation de la population sur les produits de santé, et on retrouve dans l'éducation en santé déficiente dans notre pays qui pose un vrai souci et qui fait un terreau favorable à la désinformation. Alors, on a eu une lettre de mission, je dois avouer qu'on ne l'a pas eu spontanément de la part du ministère, on l'a demandé dans la mesure où il y avait eu un colloque, comme vous le savez, qui a été en avril dernier fait par monsieur Yannick Noder, qui avait proposé de faire un observatoire de la désinformation en santé, de mettre en place des labellisations des sites. Nous avons été invités avec Dominique Costagliola à participer à un comité de pilotage au ministère. On s'est retrouvés 4 scientifiques face à 20 communicants. Donc, quelque part, ça posait un petit souci parce que ça voulait dire que la perception par le ministère de la désinformation en santé est un problème de communication. Donc, on leur a expliqué, et je pense qu'ils ont compris, puisqu'ils nous ont confié la mission, qu'il n'y avait pas qu'un problème de communication et qu'il fallait faire un travail de fond pour identifier quels étaient les acteurs, quelles étaient leurs forces, quelles étaient les faiblesses, les besoins de coordination, bref, faire un bilan avant de se lancer dans des actions pratiques qui ne seraient pas forcément adapté à la hauteur du problème. Donc cette mission nous a été confiée le 27 août par monsieur Noder et je l'en remercie. Je m'étais engagé à la tenir en 3 mois pour ne pas retarder la communication qui était prévue par le ministère et parce que vaut mieux travailler 3 mois intenses que 6 mois à rien faire, quoi. Donc on s'est dégagé. Hervé Maisonneuve et Dominique Costagliola sont des retraités hyper actif, quasiment presque plus actif que moi qui suis déjà un hyperactif. Donc en fait, on a été très efficace et on a retrouvé une attente exceptionnelle, à savoir qu'on a demandé aux gens de participer. D'abord, on a identifié les acteurs de la lutte contre la désinformation et de l'information. Et puis, par fait boule de neige, on a demandé à qui il fallait interroger. On a eu beaucoup de contacts, si bien qu'on a pu faire 156 entretiens. Vous voyez la vitesse d'inclusion, on pouvait pas faire même si on faisait jusqu'à 6 entretiens par jour, on a fait 156 entretiens, et les vitesses d'inclusion, en un mois, on avait 80% des gens qui avaient déjà fixé les rendez-vous et qui voulaient qu'on parle. 270 personnes contactées, 800 pages de compte rendu. Je peux vous donner les chiffres comme ça, c'est assez impressionnant. Et on a une finalisation le 15 décembre. Le rapport a été mis officieusement le 15 décembre pour que le ministre ait le temps d'en prendre conscience. Le 22 décembre sous sa version anglaise parce que le désinformation dépasse largement la France et doit aller au-delà. Donc, il nous semblait important d'avoir une version en anglais. Et la remise du rapport a été faite officiellement le 12 janvier avec la ministre qui a communiqué. Et vous connaissez les états de la communication. C'est un observatoire de la désinformation en santé, un système d'infovigilance et la mise en place d'un comité citoyen. Et on pourrait y revenir à la fin. Alors, pour être totalement d'accord, il faut qu'on se mette d'accord et parler de communication et lutter contre l'information, il faut d'abord se mettre d'accord sur les faits et les définitions.
Donc la définition de la désinformation, si on reprend le Conseil de l'Europe, si on reprend ce qui a été repris par l'OMS, la désinformation, c'est un faux intentionnel. C'est ça qui est important, c'est une volonté de tromper en donnant une information fausse ou en donnant une information incomplète. Et ça prolifère d'autant plus que les gens qui sont en face ne sont pas éduqués. Et la faible éducation scientifique, les conditions de peur ou d'incertitude qu'on a connues dans des périodes de crise, crise populationnelle, crise Covid ou crise individuelle, un cancer ou une maladie grave, sont des moments où on est plus réceptif à cette désinformation. Il faut la distinguer de la mésinformation, qui est en fait un faux involontaire. C'est en fait le transmettre des rumeurs contre lesquelles nous sommes tous exposés. Nous pouvons tous jouer en vérifiant les sources et en ne relayant pas des désinformations. Et enfin, la troisième définition, c'est la malinformation. C'est du vrai qui est utilisé pour disqualifier, pour nuire. Et comme je suis président des ateliers de Gien et qu'ici il y a des industriels dans la salle, je suis donc payé par Big Pharma. Donc toute ma parole sur le médicament n'a aucune valeur. Voilà un type de malinformation. Ça part d'un vrai pour arriver à une nuisance. Alors notre constat, c'est qu'on est très vulnérable. Alors notre constat, c'est le constat de l'ensemble des personnes qu'on a interrogées. On est très vulnérable parce qu'on manque d'éducation scientifique et en santé, et on y reviendra tout à l'heure avec le travail des ateliers de Gien que présentera Joël. Une place croissante des fausses croyances en santé et dans le débat public. Une visibilité, un entrisme des pseudomédecines qui essayent d'obtenir une validation par des universités. On l'a vu le week-end dernier à Clermont-Ferrand où il y a une conférence qui a été poussé par des gens avec des traitements ésotériques ou autres, mais qui étaient à l'université, hébergés par l'université, la faculté de médecine, qui mettait d'ailleurs sur son programme que c'était avec le label scientifique et la caution scientifique de l'université, alors que l'université a dit « j'ai jamais dit ça », et les doyens ont fait marche arrière toute. Donc en fait, ils essayent d'obtenir une validation, ce qui leur permet de dire « et j'étais au congrès dans ma plaque de naturopathe, j'étais au congrès de la faculté de médecine, donc je suis quasiment un professeur en médecine ». Le numérique et les réseaux sociaux ont été des amplificateurs de l'information, faut pas oublier de le dire, et ça a été très utile dans la période Covid. On a appris beaucoup de choses en temps réel et ça nous a permis, nous, de nous informer, de faire diffuser les recommandations, de voir les études, même avant qu'elles soient publiées. Ça a été très utile, mais c'était d'autant plus amplifié par la désinformation parce que la désinformation se propage beaucoup plus vite que l'information juste et l'ensemble a une volumétrie croissante qui fait que ça fait une forêt d'informations dans lesquelles les gens sont perdus et ne savent plus distinguer le vrai du faux. Il y a une défiance dans la parole publique, inaudible, en décalage par rapport aux attentes d'immédiateté. On veut une réponse immédiatement tout de suite. On ne connaît pas le fait qu'on puisse dire « je ne sais pas » et on va chercher et on va savoir. Et donc, c'est pas adapté aux conditions de certitude. C'est vrai que les agences ont du mal à réunir un comité scientifique dans la demi-journée quand il y a une désinformation grave, genre Trump qui dit le paracétamol va vous donner l'autisme. La réaction peut mettre plus de temps. Et c'est vrai qu'avec la Société française de pharmacologie et thérapeutique séquence pub, dans la matinée, on avait fait nos communiqués de presse et on avait dit on a une réactivité qui est beaucoup plus grande que ne peut avoir une agence. Et il y a une asymétrie de risques et de moyens entre les scientifiques et les informateurs. Les scientifiques, dans cette période, se sont fait harceler, menacer, sans moyens trop pour se défendre. Et en face, les informateurs ont fait de l'argent. Et donc, il est important qu'on ne laisse pas la science déserter l'espace public. Avec beaucoup de nos collègues qui ont dit « moi, je vais plus sur les réseaux parce que j'en ai trop pris plein le nez et je ne veux plus intervenir ». Donc, ça veut dire qu'on démissionne et il faut pas accepter l'inacceptable. On est vulnérable. En face, il y a une désinformation qui est bien organisée et financée avec de l'argent. Et en fait, les moteurs, comme toujours, de la vie, c'est le sexe, pas trop concerné, l'argent et la politique. Alors l'argent, ça fleurit. Il y a beaucoup d'argent qui circule autour de la désinformation, que ça soit de la valorisation de vues sur les réseaux sociaux, que ça soit la vente de livres, que ça soit des séminaires auxquels on vous offre des stages on mange des carottes crues, que ça soit des appels aux dons. Donnez-nous de l'argent, des sites comme, pour ne pas les citer, François et Bon Sens, dont le président elle-même, c'est 300 000 € par an de dons. Chacun défiscalisable pour l'association Bon Sens,
non défiscalisables pour le blog François, mais qui se font du ping-pong les uns les autres. Donc il y a beaucoup d'argent qui circule derrière ces désinformations. Et c'est vrai que c'est assez difficile de distinguer l'intentionnalité qui fait la différence entre désinformation et mésinformation, mais un moyen de l'approcher, c'est est-ce que ça rapporte de pousser cette mauvaise information? Quand ça rapporte de l'argent, il y a tous les coups, c'est de la désinformation, et la mésinformation, elle est gratuite. La désinformation, elle est payante, ou en tout cas, elle est payée par ceux qui la subissent. Donc on est vulnérable, mais aussi, malheureusement, on est tous potentiellement acteurs de la mésinformation, sans aucun doute. Et on trouve dans tous nos métiers des désinformateurs. Le pire, c'est les scientifiques. Le pire, c'est ceux qui ont une blouse blanche, les professionnels de santé, parce qu'ils ont une crédibilité et que derrière, ils peuvent désinformer. Vous noterez une chose, c'est que souvent, c'est en dehors de leur domaine d'expertise. On désinforme relativement peu dans son domaine d'expertise parce qu'on a une crédibilité vis-à-vis de ses pairs et on connaît le sujet, on connaît ses limites. Et désinformer en dehors de son domaine d'expertise, c'est moins engageant et c'est plus fréquent. Les autorités publiques, on l'a vu pendant la crise Covid sur les masques, mais on l'a vu avec Tchernobyl, le nuage s'est arrêté aux frontières de la France. Dommage, si vous cherchiez des champignons dans les Vosges, c'est peut-être pas le moment d'aller en chercher. Voilà, donc il y a cette désinformation peut avoir des conséquences. Des personnalités politiques, certains en ont fait leur marché et leur fonds de commerce et qui continuent à désinformer. Des gens qui sont relativement éduqués, qui ont fait Sciences Po ou autres, qui sont capables de vous sortir des inepties en toute connaissance de cause pour gagner quelques pourcents de manière irresponsable. Les médias, bien évidemment, les influenceurs, c'est un moyen de monétiser. N'oublions pas, bien sûr, les industriels et les lobbies, dont certains considèrent que la fin justifie les moyens et désinforment dans ce sens-là. Or, si on veut vraiment garder sa crédibilité, il faut rester sur les faits, rien que les faits, l'exemplarité et la transparence. La confiance, et ça se crée à goutte au fil du temps, ça se détruit en quelques heures et donc il faut viser sur le long terme. Donc cette désinformation, on a utilisé ce terme avec les ateliers de chiens, le terme de défi pour détection, éducation, formation, information et sanction. Et dans notre rapport, on a rajouté le mot recherche parce qu'on ne pouvait pas ne pas aborder cet aspect important de l'infodémiologie. Alors, on va reprendre les recommandations dans un sens plus logique que les défis, par ordre de priorité. En tout cas, la première des recommandations sur lesquelles on est tous d'accord, c'est l'éducation. C'est probablement le plus long, mais c'est indispensable d'y aller. Si la désinformation fonctionne, c'est à cause d'un manque d'éducation. Tout au long de la vie, c'est pas seulement à l'école, ça part de la maternelle et ça va jusqu'au plus grand âge, jusqu'à l'EHPAD, on a tendance à dire, et ça va aussi de toutes les classes sociales et toutes les professions, ça part encore de la maternelle et ça va jusqu'à l'ENA et aux plus hautes formations avec des hommes politiques qui n'ont pas d'éducation à la santé, qui ont une éducation littéraire, mais peu d'éducation en sciences et en santé. Alors, il faut développer l'éducation à l'esprit critique. Alors, les désinformateurs vont dire « j'ai l'esprit critique ». Non, ils confondent esprit critique et suspicion. Et la démarche n'est pas la même. L'esprit critique, c'est une démarche analytique. On va regarder les faits pour se forger une opinion. La suspicion, on part d'une croyance qu'on va vous tromper, que c'est tous des méchants. Et tout ce qui va dans ce sens-là conforte son idée préconçue et ce qui va dans l'autre sens est faux. C'est exactement l'inverse de la démarche scientifique. Il faut vraiment distinguer cet esprit critique et cette suspicion. Il y a la culture scientifique à développer. Comment se fait une recherche? Qu'on part d'une hypothèse et qu'on ne part pas d'une certitude. Tout ça, on l'a vu pendant la crise Covid et on a vu toutes les dérives que pouvait avoir le manque d'éducation à la culture scientifique et également nécessaire une culture citoyenne en santé. Il faut renforcer l'éducation aux médias appliquée à la santé, c'est-à-dire que les gens doivent apprendre, pardon, c'est pas les professionnels, on est dans l'éducation, doivent apprendre la santé, doivent apprendre les médias, doivent apprendre à vérifier les sources, et l'ensemble doit faire que l'on ne doit pas avoir notre population qui est constituée de victimes et de relais de cette désinformation et une bande de mésinformateurs. La deuxième recommandation, c'est la formation. La formation est à renforcer. Alors,
à la science, à l'esprit critique, à l'illittératie numérique, je ne vais pas revenir là-dessus, mais la formation des professionnels de santé. D'abord, il faut apprendre à communiquer dans les médias. Comment est-ce qu'on parle? Apprendre à parler, hiérarchiser ses idées. Tout le monde ne va pas le faire, mais un certain nombre de professionnels ont de l'aptitude, de l'appétence pour faire ça. Il faut qu'ils apprennent à communiquer, mais en respectant les règles de communication. Alors, les règles de communication d'un professionnel de santé reposent sur des chartes maintenant qui ont été établies, qui est on ne parle dans les médias que dans son domaine d'expertise avec sa casquette de professionnel de santé. Alors, si vous voulez parler d'autre chose, il n'y a pas de problème. Si vous voulez parler, par contre, vous le faites en simple citoyen. Vous mettez pas votre affichage à l'université, au CNRS, à l'INSERM. Ça devient la liberté d'expression de tout à chacun. Mais dans le domaine de son domaine d'expertise, c'est la liberté académique où on peut dire ce que l'on veut, mais dans son domaine d'expertise, et on peut ne pas être d'accord, ça s'appelle le débat scientifique, mais on ne va pas parler en dehors de son domaine d'expertise, en tout cas pas avec sa casquette universitaire ou d'institution. Donc ça, il y a des chartes qui peuvent être appliquées et qui doivent être respectées. Il faut moderniser la formation continue. La formation continue ne marche pas, soyons tranquilles. Pour l'instant, regardez les difficultés qu'on a au niveau des collèges d'enseignants, des universités pour faire agréer des programmes de DPC, alors que des officines arrivent à vous faire passer le karaté dans la catégorie self-défense, j'exagère à peine. Mais il y a une vraie difficulté dans le fonctionnement du DPC actuel, et la formation continue est trop tardive, parce qu'il faut des mois ou voire des années pour faire accepter un programme de formation continue. Quand on est face à une crise, il faut avoir une réponse avec une formation qui est prête dans un mois. Et ça, on est incapable de le faire actuellement. Les journalistes, on a trop peu de journalistes sciences et santé, même si on a Olivier Hertel qui était présent dans la salle, qui travaillait au point, qui était à la table ronde sur la littératie en santé et néanmoins ami. On a peu de journalistes en santé, ce qui pose problème, parce que quand vous avez votre rédacteur en chef qui voit un truc qui sort et dit ça va faire le buzz, c'est formidable, il va le passer. Il n'y a pas un journaliste spécialiste en santé qui est capable de dire halte là, tu vas proposer des choses qui sont fausses et tu vas exposer des gens, parce que la désinformation et les journalistes qui font de la désinformation, de relais de désinformation dans leurs journaux mettent en danger des vies de patients, donc ils ont une responsabilité. S'il n'y a pas de journalistes scientifiques pour faire les garde-fous, eh bien on s'expose à des risques, et on l'a vu ce qui s'est passé avec des relais de désinformation pendant cette crise Covid de manière importante. Les cadres publics, les élus face à la désinformation, la communication de crise doivent être formés. Et un point important, et j'en avais parlé avec Clermont-Ferrand, mais on avait eu au Sénat aussi un colloque qui avait porté aussi sur des pseudothérapies qui sont non validées. On a eu pendant nos auditions à l'université, dans une université parisienne, une naturopathe qui était venue faire un exposé sur la prise en charge de l'endométriose. Excusez-moi, mais ça veut dire qu'elle va pouvoir aller mettre sa plaque à Étampes ou je ne sais trop où, naturopathe intervenante à l'université. Il faut pas que les universités, les hôpitaux, les institutions participent à cette désinformation et bannir toute forme de labellisation académique de pratiques de soins non conventionnelles, non validées. Alors qu'on ait pratique de soins non conventionnels, peut-être, on fait de la recherche. Si la recherche prouve que c'est efficace, ça devient de la médecine. Si la recherche montre que ça n'a pas d'efficacité, eh ben c'est du bien-être, c'est ce que vous voulez. La coiffurothérapie, ça fait du bien à certains. Moi, j'aime pas parce que mon coiffeur, quand j'étais petit, a dit qu'il me taillait les oreilles en pointe. Du coup, j'aime pas aller chez le coiffeur. Mais je sais que ça fait du bien à certains. Il faut former à la communication en santé. La troisième recommandation, c'est instaurer un plan public d'information. Alors cette idée, c'est quand on regarde son comportement, on commence à le modifier. C'est les règles de base. Et en fait, que chaque institution se pose et dise qu'est-ce que je fais moi en termes d'information et quelle est mon ambition en termes d'éducation, en termes de détection, en termes de formation, en termes d'information, voire en termes de sanctions, sur toutes ces dimensions-là, et en fonction faire une introspection et afficher ses ambitions et ses priorités et les rendre publiques. C'est en fait un appel à la mobilisation générale. Chacun d'entre nous peut faire quelque chose. Nous sommes tous concernés par les informations en santé.
La quatrième recommandation est autour d'un infoscore santé que certains ont considéré comme une censure, une labellisation d'information parce qu'ils n'ont pas voulu chercher plus loin. C'est le même principe que le Nutri-Score. C'est un système d'information, non pas sur l'information, mais sur la qualité éditoriale. Quand vous lisez un article scientifique, ok, on regarde le résultat, mais il n'est pas très important, le résultat. Ce qui est important, c'est comment ça a été produit, quelle était la méthode. Moi, je me précipite, quels sont les critères d'inclusion, d'exclusion, est-ce que c'est en simple aveugle, en double aveugle, la méthodologie statistique, est-ce que c'est propre? Après, le résultat, il est ce qu'il est. Des fois, il n'est pas dans vos attentes, vous le comparez en validité externe, mais vous regardez la méthode. Pour la production d'un site d'information, c'est la même chose. On regarde la méthode. Est-ce qu'il y a en fait, grosso modo, un respect d'une charte de méthode qui est-ce qu'il y a un conseil scientifique? Est-ce qu'il y a des références? Est-ce que les références, elles sont valides ou est-ce qu'il y a des références qui viennent que d'articles prédateurs? Est-ce qu'il y a un côté éditorial? Est-ce qu'il y a une gestion des liens d'intérêt? Quelles sont les modalités de financement? Est-ce qu'il y a un appel aux dons après chaque article? Auquel cas, vous pouvez dire, il va pousser un peu là pour donner une information plus sensationnelle parce qu'il va avoir un don. Donc, tous ces éléments-là, vous pouvez bien les mettre dans une charte. Et si vous respectez tous les éléments, vous avez un infoscore qui est A. Si vous les respectez pas du tout, vous avez un infoscore qui est E. Et c'est mieux qu'un label parce que le label, c'est juste bon pour les poulets. On l'a essayé avec Honor Code. Quand on met un label à un site, c'est bien, mais si un site se met à ne pas bien produire de l'information, il va avoir toujours le label et les autres vont avoir le label de l'infamie. Là, l'intérêt d'un score, c'est que quelqu'un qui se met à délirer sur son site d'information en santé, va être dégradé de A, de B, il va finir en E, sans remettre en cause l'infoscore. Donc, c'est sur la base du volontariat. J'ai pas beaucoup de doute que ceux qui seront en E n'afficheront pas leur infoscore. Mais ça permet d'avoir deux avantages. Un avantage d'éducation, expliquer à la population quels sont les éléments importants qu'il faut regarder quand on regarde un site d'information en santé. Je parle bien en santé parce que là, on a des référentiels. C'est pas les journaux d'opinion. Il n'est pas question d'aller juger d'opinion. Dans un site d'information en santé, qu'est-ce qu'il faut regarder? Avantage d'éducation. Avantage aussi vertueux. C'est-à-dire que quand je vois le site de la Société française de pharmacologie thérapeutique dont je m'occupe, quand on fait nos pharmacofacts et nos informations, on connaît les liens d'intérêt des collègues. On a un conseil scientifique, mais on n'affiche pas les liens d'intérêt, on n'affiche pas le conseil scientifique. Du coup, on devrait dégrader. Le fait qu'il y ait un infoscore nous obligera à l'afficher si on veut remonter en B, voire en A. Donc, ça a une vertu d'améliorer la qualité des sites produisant de l'information. Autre point, c'est l'information. Alors, le point central, c'est l'information. Donc, on a évoqué le fait d'avoir une plateforme d'information en santé. Alors, pour ça, l'idée, c'est de mettre toute la production d'informations qui existe en France et pas seulement qui vient des agences ou du ministère, mais il y a plein de gens qui produisent des informations de qualité. Vous avez des sites, Antibioclic, Mesvaccins.net, je vous les cite pas, je vous avez tous une dizaine en tête. Eh bien, tous ces sites-là, on les rend plus visibles. L'idée, c'est de mettre en avant les informations de qualité pour qu'on la voie et d'une certaine manière invisibiliser la désinformation. Comme dans la réputation, si on dit du mal de votre restaurant, eh ben, mettez en avant des avis positifs. L'avis négatif qui était simplement de la calomnie va disparaître. Là, c'est la même chose. On met en avant l'information de qualité et on les agrège avec une transparence complète des sources, avec un conseil scientifique, on va y revenir, qui définit ce qui peut être source, qui peut être inclus ou pas, avec un accès par un site, par exemple santé.fr, puisqu'on a déjà le logo, en sachant qu'il y a un petit problème, c'est que ça dépend du ministère de la Santé. Donc, si on se retrouve avec des Kennedy qui arrivent à la tête, il faudra peut-être voir comment on peut créer l'indépendance. Des modules, dedans, on peut mettre des modules d'éducation, on peut mettre des modules de formation, et surtout, on peut mettre une IA générative conversationnelle qui va dans un corpus connu. Et qui va pas dire le jour où le président Trump dit le paracétamol donne l'autisme, qui va pas reprendre comme le fait Open Evidence, en gras, le paracétamol est susceptible de donner l'autisme quand on le prend pendant la grossesse. C'était sur des sites d'IA générative généralistes. Là, l'idée, c'est que vous allez dans un site avec un corpus le plus large possible,
mais vous savez que dedans, ça va pas délirer, vous aurez une information qui risque d'être de meilleure qualité. Pour le grand public, ça peut servir de référence, et pour les professionnels de santé, pour une aide à la décision, et ça pourrait servir pour les outils professionnels également, qui pourraient aller chercher de l'information à l'intérieur de ça. Ce sont des choses qui peuvent faire un modèle économique qui peut faire que ça fonctionne, parce qu'il n'y a pas besoin de faire de convention avec chaque éditeur d'information pour ceux qui produisent des logiciels métiers. Donc l'idée, c'est un comité de pilotage avec un conseil scientifique qui sélectionne les sources d'information, ce qui est du A à du B, voire du C, et qui met ça dans une plateforme facile accessible par une IA générative et un portail. Le deuxième élément de l'information qu'on recommande, c'est un annuaire d'experts, parce que c'est assez difficile d'identifier qui est expert de quel domaine. Or, on peut très bien, à partir des sociétés savantes, des collèges, des universités, sur la base de volontariat, d'identifier ceux qui ont de l'appétence à la communication, qui sont d'accord pour être formés à la communication, qui ont une expertise, que leur expertise est validée, comme quand on est reviewer d'un article, à la fin, on vous demande quels sont vos domaines d'expertise et vous mettez des petites croix pour dire où vous êtes expert, et que derrière, ça soit validé par le conseil scientifique que l'on a vu tout à l'heure, avec une gestion des liens d'intérêt, et que ces personnes soient mobilisables pour une réponse qui, à la demande des institutions, qui, à la demande de la plateforme qui a besoin d'informations supplémentaires, qui, à la demande de journalistes qui n'auraient pas de référents. Et l'idée, c'est d'avoir des gens qui sont capables de prendre la parole en public sur des domaines qu'ils maîtrisent et pour lesquels ils sont reconnus comme experts. Donc ça s'intègre, cet annuel d'experts, dans ce même système d'information. Le troisième élément, c'est un système d'infovigilance. L'idée, c'est, si on vous parle de patients à arrêt de son traitement pour prendre du bleu de méthylène, j'ai du mal à savoir qui je vais le déclarer. Est-ce que je déclare à l'agence du médicament pour le bleu de méthylène? Est-ce que je déclare à la Mivilude? Comment est-ce que je le déclare? C'est un peu difficile. Les médecins et les professionnels de santé et les patients sont perdus là-dessus. Donc, l'idée, c'est de faire utiliser le portail de déclaration avec une coche pour des informations ayant eu des conséquences cliniques pour les patients. Aussi, bien sûr, une veille active avec du social listening et tout, et que chacun fait dans son coin sans rien partager. Chacune des agences surveille ce qui se passe. Nous, dans la société, on surveille les choses. Personne ne met en commun, dans un pot commun, c'est des informations pour savoir quelles sont leurs viralités, quelles sont leurs crédibilités, quels sont leurs risques. Est-ce qu'il y a déjà une réponse? Est-ce qu'il faut créer une réponse? Est-ce qu'il faut poursuivre les personnes qui promeuvent ça parce qu'elles font du charlatanisme, l'exercice illégal de la médecine, l'exercice illégal de la pharmacie? Ça, c'est pas fait. Donc ça, on peut le faire et il faut le mettre en place dans un système d'infovigilance et apporter des informations qui contrecarrent ces désinformations. Donc cette infovigilance, là encore, en lien avec le conseil scientifique et le comité de pilotage. Donc vous voyez venir, c'est que nous pensons et nous avons entendu, chaque fois qu'on a parlé d'un observatoire des informations en santé, les gens me disent, mais non, pas un observatoire de la désinformation en santé. Observer la désinformation en santé, c'est courir derrière la désinformation. Observer la désinformation en santé, c'est s'épuiser derrière la désinformation. Observer la désinformation en santé, c'est vouloir vider l'océan à la petite cuillère. En fait, il faut un observatoire de l'information. Objet information, d'un côté l'information correcte, de l'autre côté la mauvaise ou la désinformation. On met en avant la bonne information, on lutte contre la désinformation, on détecte et on lutte contre la désinformation. Donc il faut garantir l'indépendance et la transparence, ça c'est clair, c'est indispensable, c'est pas un ministère de la vérité qui vous parle, c'est ce qui émerge de l'ensemble dans une stratégie, les anglo-saxons disent bottom-up, et pas top-down, ou qui émerge de la société civile, de tous ceux qui produisent de l'information, portée idéalement par une institution indépendante. Pour l'instant, on a identifié que la HAS, qui est indépendante. Bon, après, il faut pas se faire d'illusions. Quelque chose d'indépendant, il y a un populiste qui arrive, va supprimer les financements de la HAS, il y aura plus de problème. Mais après, il faudrait que ça soit quand même mieux, que ça soit pas porté par le ministère, doté d'un financement pérenne, indépendant de l'industrie, sans publicité bien sûr, sans sponsor, avec des membres du conseil scientifique qui n'ont aucun lien d'intérêt avec, comme d'habitude, avec les industriels, et les liens d'intérêt gérés et publiés. Donc l'idée est d'avoir une organisation complète de l'information en santé qui aille des sources d'information à la plateforme d'information en santé, un annuaire d'experts et un système d'infovigilance pour avoir un système complet et intégré. Ça, c'était les recommandations 5 et 6. La 7e recommandation, c'est inverser le risque. Actuellement, ceux qui informent
si ça ne va pas dans le modèle économique de ceux qui désinforment, en prennent plein le nez. Moi, j'ai un harcèlement, des menaces de mort, j'ai dû déposer une plainte qui vient d'être posée par mon avocat contre des harceleurs. Il faut arrêter ça. C'est pas possible que les désinformateurs gagnent de l'argent, harcèlent et ne soient pas inquiétés. Je connais une collègue qui en a eu pour 15 000 € pour défendre son honneur. Elle a gagné en procès immédiat, pour harcèlement et pour diffamation. Elle a gagné en appel et ils ont continué pour la faire taire et elle a gagné en cassation. Mais à chaque fois, vous faites un chèque de 5 000 € et vous ne retrouvez pas dans vos frais. Donc en fait, les désinformateurs, ils s'en foutent. Ils avaient 1 €. Vous n'êtes pas d'accord avec le vaccin? Donnez-moi 1 €, donnez-moi 1 €, donnez-moi 1 €. Ils se font des sommes. Et d'ailleurs, qui désinforment là, ça leur fait gagner encore plus de gens qui veulent leur donner 1 €. Donc ils ne risquent rien. Ceux qui essayent d'informer correctement risquent beaucoup. Il faut inverser le risque, il faut renverser la table, il faut appliquer les textes qui existent, parce qu'ils existent. On n'a pas recommandé de faire le moindre texte supplémentaire pour l'instant. Commençons par appliquer les textes. Là, il y a des choses sur le harcèlement en ligne, en meute, il y a des choses sur l'exercice illégal de la médecine, sur la diffamation, il y a des choses il y a plein de textes de loi sur le charlatanisme. Appliquons les textes. Commençons par les appliquer et mobilisons la justice pour qu'elle soit, elle corrige le tir, parce qu'actuellement, toutes les plaintes sont classées. Il y a eu des plaintes qui ont été faites par l'HCERES, article 40, classées. Des trucs il y a beaucoup de choses qui ont été classées de manière indue. Alors j'entends, c'est pas des viols et tout, mais quelque part, derrière, ces attaques répétées font que les scientifiques vont se taire. Ces attaques répétées mettent en danger notre démocratie. Donc il faut vraiment contrôler aussi ces associations qui orchestrent des campagnes de harcèlement et qui se font de l'argent et qui défiscalisent en plus cet argent. Il faut renforcer la régulation des médias et réseaux sociaux. On y reviendra sur les plateformes tout à l'heure, mais c'est plutôt au niveau européen qu'au niveau national. Et protéger les scientifiques qui informent. Alors j'ai la chance d'avoir protection fonctionnelle, mais tout le monde n'a pas cette protection. Donc la question, c'est poser une structure pérenne pour la défense de la science. La 8e recommandation est autour de la recherche. Faire de l'infodémiologie une priorité de recherche pour connaître les ressorts de la désinformation. Actuellement, on est incapable de dire combien coûte la désinformation en santé. Et je peux vous dire que ça coûte beaucoup d'argent. Et que si on calculait la somme que ça nous coûte, eh bien, on aurait tout l'argent qu'il faut pour avoir des observatoires de l'information en santé. Quand on sait que le rapport sur la vaccination grippe, par exemple, c'est 1 à 6, eh bien, regardez ce que Désinformation fait pour éviter de la vaccination, ben vous pouvez déjà imaginer. Donc j'en ai parlé avec la CNAM, avec Monsieur Fatome. Ils vont s'engager là-dedans, mais ils l'ont pas fait jusque-là. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir avancer dans le domaine. Il faut travailler sur les récits, il faut travailler sur les mécanismes algorithmiques, il faut travailler sur les comportements de santé, sur l'économie de la désinformation et les stratégies de communication efficaces pour contrecarrer cette désinformation. La 9e recommandation, et la dernière, c'est d'agir au niveau européen. Il faut repenser la régulation des plateformes. Ce ne sont pas des simples hébergeurs. Ils ont une politique éditoriale, algorithmique, je vous l'accorde, mais c'est une politique éditoriale qui veut mettre en avant des contenus qui sont plus engageants, qui sont plus clivants, qui ont plus de chances d'être retweetés. Ils vont d'ailleurs rémunérer plus volontiers les gens qui vont relancer, publier ces informations qui ont plus de chances d'être des fausses informations. Donc pour ça, il n'y a pas 40 solutions. Il y a soit les responsabiliser, c'est-à-dire que on les considère comme d'autres journaux et auquel cas ils vont se calmer assez vite. Alors il y a le DSA qui a été proposé, où on leur demande de montrer quels sont leurs algorithmes, mais c'est que de l'eau tiède, ça ne va pas régler le problème. Il faut leur imposer d'avoir une modération des contenus et des systèmes de déclaration qui permettent de supprimer des contenus. Je vous reprendrai par exemple les fake vidéos, vous avez les deepfakes qui ont été faits par vis-à-vis de Serge Erkberg, que vous connaissez, le père du Nutri-Score. Il s'est retrouvé avec pendant 1 mois, tous les jours, une vidéo fausse sur YouTube qui vantait les mérites de quelle vitamine, quel traitement du cartilage, etc., qui était complètement fausse, avec sa voix, son visage, un pseudo-bureau. Il a fait des demandes de rétractation. Ils lui ont demandé sa carte d'identité, ils lui ont dit que ça ne dérogeait pas aux règles de YouTube. Je suis intervenu moi-même pour demander que ça soit retiré par les voies de déclaration. On m'a demandé, mais au nom de quel article de loi vous demandez que ça soit retiré? Donc tous les freins sont mis. Donc ce n'est parce que j'ai eu la chance d'avoir cette
cette mission est de connaître directement le téléphone de personnes de YouTube, que j'ai alerté en envoyant les articles qui étaient dans l'AFP. Il y a plein de journaux qui avaient repris ça. Et là, elle me dit, ah bah oui, effectivement, vous avez le numéro de M. Ekberg, on va l'appeler 2 heures après, c'était supprimé. Donc, ils peuvent le supprimer, mais leur procédure de suppression ne fonctionne pas. Donc ça, il faut les contraindre à ce que cela fonctionne. Il faut renforcer les collaborations internationales, notamment en recherche, parce que la lutte contre la désinformation en santé, ça ne sera pas seulement qu'au niveau national. Et il faudra aussi qu'on travaille, et ça j'en parlais ce matin avec Hervé Maisonneuve, il faut qu'on s'intéresse aussi au niveau de la désinformation au niveau européen, parce que les typologies de désinformation sont pas les mêmes, même si elles passent les frontières, avec des pays du Nord qui sont probablement plus confiants dans les institutions, qui sont moins sensibles à des informations, nos pays de l'Ouest qui sont dans une situation un peu intermédiaire, et les pays de l'Est qui sont avec du populisme qui renforce la désinformation. On le voit sur les gradients de vaccination, où ça peut aller de 6 à 60% de défiance vis-à-vis de la vaccination en fonction de ces critères. Donc il y a un vrai travail à faire aussi au niveau européen. Donc en conclusion, on est vraiment dans une guerre informationnelle et si on fait rien, on va se faire bouffer. Donc la désinformation, c'est un risque majeur. C'est probablement un des premiers risques. La désinformation en santé, c'est 40% de la désinformation selon un rapport récent. La désinformation sur l'Ukraine, c'est 20%. La désinformation en politique, c'est 10%. Donc la santé, c'est le premier sujet de désinformation parce que ça touche à nos vies, ça touche à nos peurs. Et donc nous proposons une stratégie coordonnée, avec 9 recommandations. Maintenant, il faut arriver à la faire comprendre et à la faire passer, parce que pour l'instant, ça n'est pas encore passé, même si cela a été repris quasiment mot pour mot par le comité citoyen qui a donné son rapport fin février et qui reprend nos éléments sur il faut parler d'observatoire de l'information, pas seulement d'observatoire des informations, qu'il faut traiter les aspects sanctions, etc., et qui a fait un travail remarquable. La bonne information, c'est la meilleure arme pour lutter contre les informations, avec bien sûr l'éducation, avec bien sûr la formation, mais nous sommes tous concernés et mobilisés, et face à des informations, on ne peut plus ne rien faire. Et je vous remercie pour votre attention.